Sa cote de popularité est à 33%. Jamais un président américain n'a été aussi bas dans les sondages. Après à peine 7 mois de présidence, Donald Trump est en vacances, mais les affaires continuent. En 6 mois, une dizaine de démissions et de limogeages. Pour en parler, Marie-Cécile Nave, politologue, chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et auteur de Trump, l'onde de choc populiste aux éditions FIP. Marie-Cécile Nave, bonsoir. Bonsoir. Il y a un an, quand vous publiez ce livre, Trump n'était qu'un présidentiable comme un autre. Vous aurez cru qu'on en serait là aujourd'hui, un an après? Il y a un an tout juste, c'est vrai que le livre est sorti en août 2016. Écoutez, je crois que depuis son entrée en campagne en juin 2015, on est allé de surprise en surprise, on est toujours face à son imprévisibilité. Et donc, à partir du moment où il a été élu, c'est vrai déjà ça a été un choc pour la planète entière, y compris pour son propre camp et même pour lui-même. On se rappelle des images de sa victoire, il était lui-même surpris. Les républicains complètement divisés aujourd'hui, on y reviendra. Les républicains complètement divisés, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça continue. Et effectivement, on va de surprise en surprise et pour le camp républicain de déconvenu en déconvenu. Et je crois que s'il tient 4 ans, car on peut se poser la question, on va avoir chaque semaine des nouvelles affaires, des nouveaux scandales et des nouveaux commentaires à formuler. Trump qui est en vacances donc dans le New Jersey alors que c'est le chaos à Washington, ça a créé la polémique d'ailleurs outre-Atlantique. C'était le moment de partir? Oui, il n'est jamais très loin des affaires. Le New Jersey, c'est très très près de Washington. Vous savez, il part pratiquement tous les week-ends dans sa propriété de Floride pour jouer au golf, donc ça change pas tellement. Qui critiquait Obama quand il partait en vacances. Ça change pas tellement qu'il soit dans le New Jersey ou à Washington. Alors le plus gros caillou dans la chaussure de Trump aujourd'hui, c'est quand même cette affaire, cette enquête sur l'ingérence russe dans la dernière campagne présidentielle américaine. Le procureur spécial Robert Mueller vient de constituer un grand jury. C'est une étape cruciale dans cette enquête? C'est une étape importante, effectivement, parce que, vous l'avez dit, le procureur Mueller enquête sur les collusions avec les autorités russes dans la campagne et l'élection de 2016, mais il enquête aussi sur les liens entre les entreprises Trump et la Russie. C'est-à-dire, il chercher l'argent, comme on disait dans l'enquête sur le Watergate, et les liens aussi de son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, avec des financiers et des lobbies russes. Et donc il y a plusieurs affaires dans l'affaire, mais effectivement la constitution de ce grand jury est une étape importante parce que ce sont des citoyens qui vont délibérer pour savoir s'il y a une inculpation à mettre en place et parce que la justice peut auditionner des témoins sous serment et sans présence de leur avocat. Alors pour qu'on comprenne bien, ce qui compte aujourd'hui pour les juges, c'est de savoir s'il y a eu tentative d'influencer les résultats de la présidentielle. Et ça, c'est un crime aux États-Unis. Oui, alors ça dépend quel est le chef d'inculpation retenu, s'il est retenu. En tout cas, c'est un délit très grave. Et puis, il y a aussi un soupçon très fort, de plus en plus fort, sur Donald Trump lui-même, quant à une éventuelle obstruction de la justice, avec le limogeage du procureur Comey il y a quelque temps. Et difficulté supplémentaire pour Trump, mais peut-être on en reparlera tout à l'heure, le camp républicain le soutient de moins en moins, puisque le Sénat est en train de voter des dispositions pour que il n'y ait pas de vacances parlementaires, parce que s'il y a une vacance parlementaire, Trump peut procéder à des nominations, des postes haut placés sans passer par le Sénat. Et puis des dispositions également qui sont en débat au Sénat pour l'empêcher de limoger le procureur Mueller. Donc il est quand même de plus en plus seul face à la justice. Mais il n'est pas encore, il est toujours là. Alors dans votre livre, il y a un an, vous parliez de Trump comme l'outsider, le bâtisseur de casinos, l'organisateur du concours de Miss Univers, le populiste, le sexiste, le xénophobe. Aujourd'hui, il est toujours le même, ça n'a pas changé. Et en plus de ça, il y a donc ces limogeages en série, ces trahisons, ces tweets à tout va. À un moment donné, il va falloir le recadrer. Il ne peut pas continuer comme ça pendant 3 ans et demi. Personne ne peut le recadrer puisqu'il continue à faire
à faire cavalier seul, on peut dire. Et ce qui intéresse Trump, je crois, et c'est vrai que je le dis dans le livre, et puis on le voit, tous les observateurs le disent depuis son élection, ce qui l'intéresse, c'est lui-même, en fait. C'est de continuer à être dans la lumière, qu'on parle de lui, il ne supporte pas la contradiction, ce qui explique en partie les limogeages en série, notamment du côté de la direction de la communication à la Maison-Blanche. Il tient parce qu'il a une base électorale qui le suit. Vous avez dit qu'il avait, un baromètre d'opinion extrêmement bas, mais il est soutenu par les 3/4 des électeurs républicains. Et c'est ça qui fait que, bon gré mal gré, les élus du Congrès le soutiennent encore en public du moins. Mais si la base le lâche, les congressistes ne le soutiendront plus parce qu'il y a des élections de mi-mandat dans un an. Et il y a cette question aussi, cette affaire pourrait même le renforcer parce qu'on a le sentiment que Donald Trump est seul face à l'acharnement médiatique. Oui, mais parce qu'il entretient ça, c'est-à-dire effectivement on peut parler d'acharnement, je dirais pas ça, mais plus il accuse les médias, les grands médias, le Washington Post, le New York Times, CNN, d'être contre lui, plus ça les incite à mener des enquêtes et à être sévère face à lui. Mais effectivement, il s'est fait notamment élire sur cette idée de « je suis seul contre tous ». Et évidemment, il est quand même assez... il n'est pas aussi... il n'est pas autant dans la provocation qu'on peut le penser. Il y a une vraie stratégie derrière diviser pour mieux régner et seul contre tous. Et ça marche vis-à-vis de son électorat, pour l'instant. Pour l'instant, Trump a l'air donc bloqué à l'intérieur, ce qui bloque aussi les relations entre la Russie et les États-Unis. Le Congrès américain a pris des sanctions économiques contre la Russie dans cette affaire d'ingérence. La Russie est furieuse. Et cette relation entre les deux pays, il faut peut-être rappeler qu'elle aura peut-être aussi une influence sur le reste du monde, sur la Syrie, l'Ukraine, l'Iran, la Corée du Nord. Oui, bien sûr. Poutine a compris à qui il avait affaire. Il préférait largement Trump à Clinton, qui était dans la lignée d'Obama. Dans la lignée d'Obama par rapport à la sévérité vis-à-vis de la Russie, même plus. Il voit bien qu'il ne pourra pas obtenir de Trump ce qu'il espérait, donc déjà la levée des sanctions, mais aussi une politique je dirais pas de dégel parce que c'est un mot de la guerre froide, mais en tout cas d'assouplissement des relations avec ce qu'il espérait aussi Poutine, c'est d'avoir la main libre au Moyen-Orient, et c'est évidemment pas ça qui se passe. Donc le monde entier regarde cette relation, mais en même temps les diplomaties continuent à travailler ensemble en contournant autant que possible aux États-Unis le président Trump, d'autant plus qu'il n'a pas remplacé un très grand nombre de hauts fonctionnaires, de postes à responsabilité, alors qu'il a la possibilité de le faire. On n'avait récemment pas d'ambassadeur des États-Unis en France, il y a apparemment apparemment, une femme d'affaires va être nommée ambassadrice des États-Unis en France. Mais il y a plein de postes clés comme ça dans la diplomatie qui n'ont pas été pourvus. Et donc la diplomatie ancienne, la machine diplomatique continue de fonctionner en contournant autant que possible le président Trump. Et visiblement, pas un seul de ces projets de loi ont été adoptés en 7 mois. Comment expliquer cela ? Pas de réforme majeure voulue par Trump pour l'instant. Les grandes décisions qui sont appliquées ont été prises par executive orders, c'est-à-dire par décret sur l'environnement, sur les droits des femmes. Mais effectivement, pour l'instant, c'est un échec quant à la refonte du système de santé, revenir sur l'Obamacare, il n'y parvient pas. Et puis, les grandes difficultés vont arriver, des difficultés encore plus grandes vont arriver avec le vote du budget fédéral, qui doit intervenir d'ici l'automne, le relèvement éventuel du plafond de la dette fédérale. Et là-dessus, les tractations sont extrêmement difficiles avec un Congrès dont il ne se gêne pas pour dire du mal sur les réseaux sociaux. Et en revanche, vous parlez de la situation économique. Le bilan est plutôt positif jusqu'à présent, même s'il surfe sur le bilan de Barack Obama. Il se glorifie effectivement d'une bonne croissance, pas aussi bonne que prévu, mais elle est quand même bonne, d'un taux de chômage qui est faible. Mais on ne peut pas attribuer ça à Trump. C'est une logique mondiale. Et puis il y a effectivement un certain nombre de réformes de son prédécesseur, malgré son obsession anti-Obama qui est tout à fait exceptionnelle. Alors dernier couac en date, les fuites sur les conversations échangées entre le président Trump et son homologue mexicain Enrique Peña Nieto et celle avec le Premier ministre australien et qui se retrouvent dans la presse. Qu'est-ce que ça témoigne tout cela ? Ça témoigne qu'il y a à la Maison-Blanche plusieurs cercles de pouvoir qui sont concurrents. Le cercle familial, son gendre, sa fille aînée, le cercle des idéologues, dont
un pourrait bien devenir directeur de la communication, Steve Miller et Steve Bannon. Et puis le cercle qui se restreint de plus en plus de leaders du Parti républicain, il y en a, ils sont de moins en moins nombreux. Et par ailleurs, il y a tout un tas de fonctionnaires ou d'agents fédéraux qui qui veulent rendre compte auprès de la presse et du grand public des bourdes, des erreurs et de l'incompétence, il faut le dire, de leur président. Et donc ça explique un certain nombre de fuites dans la presse. Effectivement, j'ai lu en entier le verbatim de la conversation avec le président australien. D'ailleurs, il l'appelle tout le temps Malcolm alors qu'il s'appelle Malcolm. Il se trompe tout le temps dans son... Et par son prénom alors que... Et par son prénom, bien sûr, dans la familiarité. Et on peut admirer la volonté très didactique du président australien de lui expliquer ce que c'est l'immigration, les migrants, la différence entre les migrants et les réfugiés. Et donc, voilà. Et on n'oublie pas qu'il y a un peu plus de 2 semaines, Donald Trump était reçu en grande pompe par Emmanuel Macron à Paris pour le 14 juillet. Mais voilà, hier, les États-Unis se sont officiellement retirés de l'accord de Paris sur le climat, tout ça pour ça? Oui, on n'attendait pas de la visite de Trump à Paris qu'il revienne sur sa décision de sortir de l'accord de Paris, même si cette décision ne prendra pas effet tout de suite, elle prendra effet dans 4 ans, si elle prend effet. Néanmoins, évidemment, ça envoie un message aux climato-sceptiques, aux États fédérés qui ont vis-à-vis du lobby de l'énergie ou des grandes entreprises polluantes, ont un chèque en blanc finalement pour laisser les choses se faire contre la protection de l'environnement. Néanmoins, cette visite du 14 juillet, elle est intéressante parce que au-delà des personnes, et d'ailleurs le président Macron l'a rappelé, au-delà des personnes, ce sont 2 pays qui partagent la même histoire de recherche de la paix, d'entrer dans des conflits pour construire les conditions de la paix. Et j'avais trouvé intéressant ce storytelling-là, puisque en célébrant l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917, pour revenir à 2017, il y avait une continuité avec la volonté de coopération pour rechercher la paix en Irak, en Syrie et aussi en Libye et dans d'autres zones du monde. Et peut-être que les 2 hommes auront besoin à l'avenir l'un de l'autre pour des questions comme la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ils se sont parlé au téléphone il y a 2 jours là-dessus, sur la Syrie et sur l'Irak. Ou encore la Syrie. En tout cas, comme vous dites dans votre livre, la vague populiste n'a pas encore déferlé en France, pas pour le moment, mais en Europe, oui. C'est une crainte, ça ? Oui, il faut rester vigilant sur ce sujet-là. Certes, on y a échappé en France quand même, je pense, de justesse. Il faut pas oublier ça. Tout à fait. Sans doute que l'exemple du Brexit et de Trump a joué en faveur de la démocratie et de la République. On verra cela. Alors, Marie-Cécile Nam, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et auteur de Trump, l'onde de choc populiste.